Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Il s'est passé énormément de choses en Première Ligue ce week-end, vous-même vous le savez. Au cas où vous ne l'avez pas encore vu, le débrief, mon coup de gueule en fait, Arsenal-Newcastle est déjà en ligne. Hier, j'ai pas fait de débrief, je l'ai dit, j'étais pas d'humeur. J'avais pas envie de faire de débrief. C'est aussi simple que cela en fait. Je suis un être humain comme vous. Donc du coup, il y a des commentaires même que je suis en train de lire qui sont en train de m'énerver. Il y a un boy là, il vient de commenter parce que la vidéo je l'ai mise il n'y a pas très longtemps en mode genre ouais Stan ça fait 10 journées tu exagères machin je sais pas quoi on va revenir on y croit. De croire pour aller où? De croire pour aller où? Vous n'en avez pas marre vous? Ça fait 10 journées, ok, il en reste 28 effectivement, tout est encore possible, tout à fait, je suis d'accord avec vous, je vous le concède, mais à un moment donné s'il vous plaît ne me prenez pas pour un tocard. Moi je suis fatigué. Ça fait combien d'années que c'est la 10e journée? L'année passée, c'était la 10e journée. L'année d'avant, c'était la 10e journée. L'année d'avant, c'est la 10e journée. Chaque année, on est là à la 10e journée. On y croit. Soit on est premier, soit on est quatrième, soit on est cinquième, soit on est huitième, soit on se dit on va être champion. Faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Franchement, faut arrêter. Sincèrement, toute honnêteté, on n'a pas de numéro 9. Là, on va parler d'un débrief Première Ligue. Dans le débrief Première Ligue, vous allez voir que la plupart des gars qui font la différence, souvent, c'est des numéros 9. Donc, faut arrêter de m'énerver, quoi, sincèrement. C'est pour ça que des fois, j'ai pas envie de venir allumer ma caméra parce que je dis, je suis un être humain comme vous, en fait. J'ai des feelings. Des fois, ça m'énerve. J'ai envie de venir et puis de. Voilà. Mais je suis obligé d'être professionnel. Il faut être professionnel. Il faut être professionnel. Professionnel, quand même. Il faut être professionnel. Papa regarde la vidéo, maman regarde la vidéo. J'ai des gens importants autour de moi qui regardent la vidéo. Donc, je dois rester professionnel. C'est pour cela. Mais sinon, sincèrement, c'est-à-dire que c'est nulard, là. Non. Donc du coup, bref, ce week-end, pendant qu'Arsenal perdait 1-0 face à Newcastle, heureusement Manchester City aussi, ils ont perdu 2-1 face à Bournemouth. On peut remercier quand même le bon Dieu pour cela. City a perdu des points. C'est une saison où on sait que City est techniquement prenable. C'est une saison, j'ai envie de dire, un tout petit peu, voilà, bizarre au niveau de Manchester City. Ils ont perdu Rodri. Rodri, c'est un élément indispensable dans cette équipe-là. Vous-même, vous le savez. Il vient de gagner son ballon d'or. C'est un joueur qui est important. À chaque fois qu'il a été sur le terrain, la saison passée, les saisons précédentes, City ne perdait pas de match. Donc, du coup, c'est une équipe de City qui essaie de s'acclimater sans Rodri. Donc, elle arrive avec un Matteo Kovacic qui doit jouer ce rôle de Rodri-là. Mais c'est pas simple. C'est pas facile. Et ça montre à quel point tu enlèves un pion. C'est pas forcément n'importe quel autre joueur que tu vas mettre qui va réussir à ce que toute ton ossature, elle marche et que tout soit aussi fluide. T'as Manchester City qui joue face à une équipe de Bournemouth qui, en plus de cela, depuis quand même près de 2 saisons, est très ambitieuse. Ils n'ont pas peur. Ils viennent et ils jouent au football. Et dès le début du match, en fait, ils mènent, oui, ils ont mené 2-0, ils ont dû mener 3-0. En fait, ils ont dû mener 3-0. C'est dommage. Semenyo qui a claqué un but, quelques minutes avant de claquer son but, il en a raté un. Tu as une équipe de Bournemouth qui joue bien, un City qui a énormément de blessés. C'est ce que te diront Pep Guardiola et les fans de Manchester City. Ils ont beaucoup de blessés et tout. C'est vrai, effectivement, je ne leur enlève pas. Leur infirmerie est quand même pleine avec des joueurs importants. John Stones, Ruben Dias, Rodri, Jack Grealish, Oscar Bob, Kevin De Bruyne est de retour. On espère qu'il va retrouver le rythme. En tout cas, intérieurement, j'espère pas. Mais je suis obligé de dire ça, tu vois, parce que j'ai dit, il faut rester professionnel. Je vous ai dit, je suis énervé ces temps-ci. On a perdu face à Newcastle, on va pas être champion. On va être champion pour aller où? Comment? Par quel chemin? L'éléphant sur l'arbre, chaque année. Bref, revenons-en au requin, aux Sharks. Donc, Kevin De Bruyne est de retour, donc il est sur le banc, mais sur le terrain, tu as des boys qui malheureusement ne se gèrent pas. Tu as un Phil Foden qui est under the level, il est censé être le meilleur joueur de la Première Ligue. Où est la chute? Qu'est-ce qui s'est passé avec Philou? Franchement, l'année passée, il nous claque 19 buts, il nous surprend nous tous, on s'y attend pas. Grosse saison de Phil Foden, sensationnel et tout. Quand je dis on s'y attend pas, c'est parce que pendant une grosse partie de la saison, tu n'as pas De Bruyne, après tu n'as pas Haaland, mais tu as Foden, il est constamment là. Bravo à lui. Cette saison, on est en novembre, jusqu'à présent, j'ai pas encore vu Phil Foden. C'est grave quand même, c'est très très grave. Phil Foden, 0 but. Voilà, 0 but jusqu'à présent. Voilà, de 3 matchs titulaires, 0 but. Il doit se gérer, le Phil Foden. Donc, Gundogan, ça va, bon match, passe décisive et tout, mais quand même dans le jeu de temps en temps, tu as envie de dire que peut-être que City a besoin de mieux, a besoin de plus. Peut-être que Gundogan a donné ses meilleures années à Manchester City. C'était pas anodin le fait qu'il savait que c'était le moment de quitter City pour aller au Barça pour tenter quelque chose d'autre. Là, il est revenu à cause de certaines circonstances économiques et tout ça que nous tous on connaît. On a vu ce qui s'est passé cet été. Donc du coup, ça donne une équipe de Manchester City. Matheus Nunes qui joue ces derniers temps, il est pas mauvais et tout, mais Haaland, ça a été difficile pour lui de trouver des espaces. Il a fallu attendre presque, je sais pas combien, 80 et quelques minutes avant d'avoir un tir cadré, je pense, de Manchester City. Match compliqué en fait, très compliqué. Défensivement nul. Ake. Wesh, on attend Ake, il joue où lui?
Lui, il est latéral gauche, latéral droit, central gauche, central droit. Je ne comprends pas. Nathan Ake, tu le fais partout dans le... Nathan Ake n'est pertinent que quand il est sur le côté gauche. Sinon, mis à part ça, je dis bien dans l'axe central, je ne comprends pas. Ake qui revient face à Bournemouth, son ancien club, et qui fait une performance tocaresque. Sincèrement, il ne se gère pas. Kyle Walker, vous voulez aller où? Kyle Walker n'est plus Kyle Walker. Il n'est plus le Kyle Walker, franchement. Sincèrement, quoi. C'est terminé. Avant, on avait Kyle Runner, bip, bip, il courait vite, il était rapide, il rattrapait les gens et tout ça. Aujourd'hui, Kyle Walker est globalement décevant dans ses performances. Donc, du coup, non, tu as un côté droit de Manchester City, mais complètement pas dangereux, que ce soit avec Phil Foden, avec Kyle Walker. Et c'est là-bas même qu'ils encaissent, je pense, leur but. Donc, City n'a pas été bon. City n'a pas été bon. City a perdu. City peut perdre des matchs. City est vulnérable cette saison. Ils sont prenables, en fait, Manchester City. Et Bournemouth l'a bien fait. Ils les ont cueillis à point. Après une semaine, j'ai envie de dire, assez compliquée, où ils ont joué en cup, il n'y avait pas assez de joueurs, je ne sais même pas, il est venu avec 13 joueurs. C'est que Pep, il aime trop faire le pauvre et le mort, il aime trop faire le martyr. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de blessés. Ils ont beaucoup de blessés et je pense que ça ne les aide pas. Encore une fois, top performance de la part de Guardiola qui vient claquer un but. Si ce n'est pas John Stones, c'est souvent Guardiola. Belle tête. Donc 2-1 pour Bournemouth face à Manchester City. Bournemouth est à saluer. Au niveau de Bournemouth, il y a un boy qui m'intéresse. Ça fait des années, il est là-bas. Il est très fort. Il faut aller l'acheter. C'est Milos Kerkez, le latéral gauche. Il ferait énormément de bien à n'importe quelle équipe de Première Ligue, Arsenal, whatever. En fait, oui, je parle de moi parce que c'est mon équipe. Mais Milos Kerkez, excellent hier, 2 passes décisives. Il a été sensationnel, des superbes centres dans les bons timings, tranchants. Donc, bravo à lui. Liverpool, ils ont gagné 2-1 face à Brighton. Match pas facile, belle équipe de Brighton. On la connaît depuis quelques années, cette équipe de Brighton-là. Ils ont l'ambition, depuis qu'ils sont montés en Première Ligue, de rester en Première Ligue. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont l'ambition maintenant de viser les coupes européennes. Et c'est ce qu'ils essaient de faire aussi. Et sur le terrain, franchement, ça joue très bien. Cependant, ils sont tombés juste face à une équipe de Liverpool qui est résiliente, en fait. Parce que Brighton arrive dans ce match-là. Pour quiconque a vu le match, You will never walk alone, machin, beaucoup de bruit et tout. Liverpool a failli mourir pendant 15 minutes. Liverpool ne voit presque pas le ballon. Brighton, genre, ils marchent sur Liverpool à Anfield. Toi, tu es là, tu es assis, tu regardes, tu es comme, ils veulent quoi, eux? Les Liverpool, ils paniquent. Les Trent, les machins, les Gakpo, les pertes de balles et tout, ils paniquent, en fait. Tu comprends pas. Konaté, pas un bon match. Compliqué, sincèrement, compliqué ce match de Liverpool face à Brighton, là. Donc, tout de suite, maintenant, Brighton doit mettre 2 buts. Peut-être mettre 3 buts. Doit essayer, en tout cas, de mettre plus qu'un but. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Oui, c'est vrai, Kadioglu, le Turc, qui était bon à l'Euro d'ailleurs, a mis une très belle frappe et tout. Mais derrière, c'était sans compter, comme je dis, sur la résilience de Liverpool et les grands joueurs qu'ils ont. Gakpo, c'est un excellent joueur de foot. Il vient, il claque son but. Mais que dire de Mohamed Salah? C'est que Salah, il a fait plus que des implants capillaires, lui, je sais pas, en Turquie ou je sais pas où est-ce qu'il est parti cet été-là. Il a fait plus que des implants capillaires. Non, franchement. En fait, ils ont enlevé la vieillesse là, qui était là mentalement. Salah était fatigué. Salah, je pensais que Salah, Mané, Firmino, tout ça là, les gars, c'était la fin. Ils étaient fatigués. C'est fini pour les 2 autres, ou presque. Mais Salah, il est encore là au top. Il est affûté. Pourquoi il est comme ça? Il est en forme. Il est sec. Il fait des courses. Il est tranchant. D'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est un Salah qui joue un tout petit peu maintenant comme Harry Kane. Il joue beaucoup plus bas sur le terrain. Il joue un tout petit peu des fois un numéro 10. Il s'amuse à donner des ballons, à être là, à s'intégrer plus dans le jeu plutôt que de coller la ligne comme il faisait dans le temps, en fait, tu vois. Mais quand il quitte l'intérieur, il va vers l'extérieur comme ça, il va te trouver et qu'il revient vers l'intérieur pour enrouler du pied gauche, tu es mort. C'est ce qu'il a fait. La frappe est sensationnelle. Elle est extraordinaire. Elle est pleine de puissance. Classique Mohamed Salah. Papa a appelé les petits gestes. Il se met sur son pied gauche, il l'enroule. Top performance de la part de Mohamed Salah. Franchement, il est à saluer. Il m'a impressionné dans ce match-là. Très beau match de la part de Tsimikas aussi sur le côté gauche. Efficace, le Tsimikas. Ça montre qu'Andrew Robertson, ces derniers temps, qu'on le veuille ou non, il ne va pas très bien. C'est dommage, parce que Robertson n'est pas n'importe qui quand même. Oh, on n'a pas oublié, c'est Robertson Prime, injouable. Robertson Prime, je répète, injouable. Le Robertson qui est venu de Hull City, là où je ne sais plus où, que Klopp avait pris, là, qui est venu, était injouable. Ces derniers temps, en tout cas, en ce début de saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. Mais Tsimikas a fait un très bon match, franchement un bon côté gauche de la part de Liverpool avec
Cody Gakpo et tout. Trent aussi excellent défensivement, offensivement, très très bon Trent Alexander-Arnold en cette saison. Liverpool de Arne Slot, 8 matchs pour ses 8 victoires pour ses 10 premiers matchs en première ligue avec Liverpool, ça n'avait jamais été fait dans l'histoire de Liverpool. Il est au top en fait. Il est parti pour essayer de gagner le championnat. Oui, on est en novembre, tout est possible. Il y a des gars qui vont essayer de le poursuivre, que ce soit Arsenal, City, machin, tout ça. Mais n'empêche, cette équipe-là joue avec beaucoup de sérénité. Dans un match comme ça où ils sont bougés, ils n'ont pas le rythme, c'est galère et tout face à Brighton, ils réussissent à aller chercher cette victoire-là, à mettre 2 buts en 3 minutes, à plier le game et à contrôler ce game-là. Ils sont vraiment à saluer. Et comme je dis, il n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment son mercato, lui. Il n'a pas encore fait de vrai mercato. Donc peut-être qu'en janvier, ils vont recruter un tout petit peu. Peut-être que l'année prochaine aussi, il va recruter. Je ne sais, sûrement l'année prochaine, il va recruter. Peut-être qu'en janvier, il va recruter. Ça va peut-être l'aider pour la deuxième partie de saison. Mais là, franchement, on a un très bon Liverpool cette saison. Sincèrement, un Liverpool très intéressant. Curtis Jones qui rentre, qui est passeur décisif, excellent. Joe Gomez qui est rentré en défense centrale, lui aussi, qui a été top en fait. Franchement, top. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, ouais, ça nous donne une belle équipe avec des options offensives aussi, que ce soit Szoboszlai, Mohamed Salah, Cody Gakpo, comment il s'appelle, Luis Diaz, Darwin Nunez. Voilà, tu as des possibilités offensives. Donc, ouais, j'ai hâte de voir. Mais pour le moment, ils sont posés, ils sont tranquilles, ils sont forts. Donc, j'accepte. On accepte, nous tous. On accepte tous. Danny Welbeck a fait une passe décisive. Danny Welbeck, c'est un vrai bandit. Je l'aime trop. Il fait une très belle saison. Donc, bref, donc Liverpool, ils ont gagné. Salah. Il n'y a qu'un mot, c'est Salah. Non, franchement, Salah, c'est pas n'importe qui. Hein. Moi, Salah, dans plusieurs années là, vraiment, moi, quand on va parler de Salah, je dis, yo, Salah était trop fort. C'était tout match. Il est venu dans le championnat, il a dominé le championnat. C'est ce qu'il nous a fait. Il est déjà le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Franchement, il est à genre 10 buts du 7e, je pense, qui est Thierry Henry, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Depuis qu'il est arrivé, il est juste incroyable. Donc, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en plus, moi, qui m'a un peu... Arsenal a gâté toute ma journée hier. Hein. Arsenal-Newcastle a gâté toute ma journée. C'est le premier match de Première Ligue. Le premier match, c'était Arsenal-Newcastle, non. Après, tout le reste, pour moi, était irrelevant. Ça ne servait absolument à rien. Ça m'a juste énervé. Nottingham Forest qui bat West Ham 3-0, qui est 3e. Comme j'ai dit, tu as l'impression qu'on est en 39-45. Je ne comprends pas. Enfin, Nottingham Forest, ils font quoi ici? Ils font quoi? Ils n'ont pas été 3e de Première Ligue depuis 1988. J'étais pas né. Ils n'ont pas été 3e de Première Ligue depuis 88. J'étais pas né. Ils font quoi là? Nottingham Forest. Mais c'est le club de Forest Gump là, Run Forest, ils sont là, ils nous fatiguent, c'est incroyable. Ils tapent tout le monde. Ils ont tapé Liverpool. D'ailleurs, c'est les seuls, ils ont tapé Liverpool. Ils ont tapé Liverpool. Nottingham Forest, c'est des malades. Donc bref, ouais, Nottingham est là. Et le dernier match, il reste 2 matchs. Rapidement quand même, on va en parler. Je dis rapidement, c'est un débrief Première Ligue, je peux prendre tout mon temps en fait, ça peut durer une éternité. Tottenham qui gagne 4-1 face à Aston Villa. Ce championnat est serré, hein. Franchement il est très serré là, il est très serré. Il faut voir le classement, ça fait peur. 18 points, 17 points, tout le monde est là, 16 points, on est tous là en fait. T'as le ventre mou et puis t'as les autres à 23 et 25. Mais en bas de 20 là, ça galère, ça chauffe, c'est sérieux, c'est serré. Tottenham qui s'en sort 4-1 face à Aston Villa, top performance de la part des Totocars. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de leur part. Mené 1-0 en première mi-temps, deuxième mi-temps, ils ont juste, voilà, ils ont changé le game. Ils ont retourné la situation. Passe décisive de Son Heung-min pour Johnson. Solanke qui vient claquer un doublé. Maddison qui met un coup franc sensationnel, qui vient tromper Emiliano Martinez. Franchement, le meilleur gardien du monde a pris 4 buts aujourd'hui face à Tottenham. Et les 4 buts sont largement mérités parce que Tottenham, comme je dis, en deuxième mi-temps, ils ont été sensationnels. Franchement, sensationnels. Pas Matarsa au milieu de terrain, très bon. Ça enchaîne les bons matchs en Europa League, là, ça enchaîne les bons matchs en Premier League. Dans un gros match comme cela, en plus de cela, au haut du classement, fallait le faire. Donc bien joué de sa part. Kulusevski aussi. Ouais, ils ont été bons. Tottenham, j'aime pas trop parler d'eux, mais franchement, ils ont été bons. C'est une équipe dure à jouer cette saison, ça va pas être facile. Et c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça, je pense que c'est une très belle victoire, une victoire qui va leur faire du bien au moral. De notre côté, Aston Villa a des questions à se poser. Ils sont premiers au classement de Ligue des Champions, mais là, quand le championnat faut se gérer ces derniers temps, c'est compliqué. Des questions à se poser sur cette équipe d'Aston Villa là, à suivre. Malheureusement, en deuxième mi-temps, ils ont été cataclysmiques. Manchester United et Chelsea ont fait 1-1.
C'est un tocarico, donc c'est normal que les deux partent chacun avec des points. Bravo à Manchester United. J'ai envie de dire pour ce match-là, le premier match sous Ruud van Nistelrooy en Première Ligue, ils se sont lâchés. Pour moi, ils n'ont pas fait un mauvais match, ils ont bien joué. Chelsea aussi s'est lâché, Chelsea a bien joué. En fait, objectivement parlant, en regardant, c'était peut-être pas le match du siècle, mais c'est le match entre deux équipes qui ne sont pas très fortes. Pas très fortes, mais qui se lâchent en fait, qui se sont lâchés, ont joué sans aucun complexe. En deuxième mi-temps, ça s'est emballé. Il y a eu pas mal d'occasions aussi de part et d'autre, mais en deuxième mi-temps, ça s'est vraiment emballé avec, j'ai envie de dire, un Garnacho, Rashford touche la barre transversale. Pourquoi? C'est dommage, c'est difficile, c'est très difficile. Plat du pied là, lui là, il n'est pas à sécurité. Ça, c'est plat du pied déposé. Il est difficile, il a déposé sur la transversale. Bruno Fernandes, excellent aujourd'hui. Franchement, il a été très très bon. Le Bruno Fernandes, je l'ai trouvé très intéressant dans toutes les sauces, offensivement ou défensivement. Manque de réussite au niveau de Rashford, manque de réussite au niveau de Garnacho, manque de justesse aussi technique de temps en temps sur des frappes, sur des contrôles, sur des trucs. De l'autre côté aussi, Enzo Fernandez, remise de Nicolas Jackson, il doit un peu mieux se gérer. Ça met une reprise de volée de Caicedo, oui, mais sinon, il y a quelques occasions ratées aussi avant, des frappes qui sont peut-être un peu trop molles et tout. Donc, ouais, j'ai envie de dire, globalement parlant, ça a été un bon match de football entre deux grandes anciennes légendes, entre guillemets, encore une fois, parce que Chelsea, quand même, qu'on le veuille ou non, attention à eux cette saison avec Maresca, mais au-delà de ça, bon, ils ont gagné une Ligue des Champions il n'y a pas très longtemps. Bon double pivot, Lavia qui prend des minutes de jeu et qui commence à se gérer. Enzo Fernandez qui est un peu plus sur le banc ces derniers temps, je ne sais pas, peut-être à cause de problèmes personnels que j'ai eu à lire dans la presse et tout, familialement et tout. Peut-être il y a une raison pour laquelle Enzo n'est pas forcément titulaire là en ce moment. Mais sinon, globalement parlant, on joue Chelsea la semaine prochaine et voilà, j'ai de l'appréhension. J'ai de l'appréhension, je sais pas. J'ai de l'appréhension. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de beaucoup parler, mais j'ai juste de l'appréhension. Parce que c'est une équipe de Chelsea qui est quand même assez intéressante, que si tu enlèves les erreurs défensives, tu enlèves un peu le manque de confiance défensive et cette fébrilité avec Sanchez, ben globalement parlant, offensivement, ça joue bien sur les transitions, ça va vite. Caicedo, Lavia, Cole Palmer, il se tourne très très vite, il se tourne bien. C'est cool de jouer avec Cole Palmer parce que tu peux jouer en une remise avec lui, il peut se retourner, il peut ouvrir le jeu. Sur le côté, il faudrait des ailiers peut-être un peu plus dangereux, soit Madueke, Neto, Modric, n'importe qui rentre, mais bon, peut-être que ça va venir. Sinon, Jackson toujours là, présent avec les défenseurs physiquement présents. Il ne touche pas beaucoup de ballons, mais il fait énormément un gros travail de l'ombre, beaucoup de pressing. Donc, ouais, moi, je les ai trouvés quand même, Chelsea, assez intéressants. United aussi, malgré la transition. Eric Ten Hag est parti et finalement, ben, personne n'en a parlé. C'est comme si c'était normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ten Hag est parti le jour du Ballon d'Or. C'est que United, ils sont méchants, vraiment. Ils nous ont empêchés de le vanner parce que ce jour-là, il y avait d'autres problèmes. Il y avait des problèmes Rodri, Vinicius, les gars étaient fâchés, il y avait de la frustration, tout ça. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps de parler de Eric Ten Hag. Un nulard, un tocard, franchement, malheureusement, il est parti. Ruud van Nistelrooy arrive. Premier 11 de départ en Première Ligue, encore une fois, je le dis, parce qu'ils ont joué en Cup, mais en Première Ligue avec Ugarte et puis Casemiro, un double pivot qui, à mon humble avis, je veux dire, sur certaines phases de jeu a bien fonctionné, mais sur d'autres, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'Amorim va faire avec cette équipe. Il prend un risque énorme en arrivant parce que rien ne lui est assuré qu'il va réussir à finir dans le top 4. J'imagine que c'est l'objectif. La saison est encore loin. Il reste, quand il va arriver, il va rester quoi, 27 matchs ou 26 matchs. Donc tout est possible. Tu as un United aussi qui est, ouais, pour moi, qui a du talent en fait. C'est franchement, tu regardes l'équipe et tu te dis, il y a quand même des joueurs intéressants. Je veux dire, De Ligt dans un grand jour, c'est un bon joueur. Martinez, qu'on l'aime ou pas, avec sa petite taille là, dans un grand jour, c'est un bon joueur. Mazraoui, c'est un très bon joueur. Onana, c'est un très bon gardien. Donc, tu sais, il y a moyen de, j'ai envie de dire, avec un nouveau coach, jeune, pimpant et tout, peut-être de relancer Manchester United et d'en faire une force de guerre en deuxième partie de saison. En tout cas, il prend un gros risque en venant maintenant et en laissant son Sporting Lisbonne. Et je pense qu'il va prendre l'équipe juste après la trêve internationale qui arrive après le week-end prochain. Donc voilà, globalement, franchement, pas grand-chose à dire sur United-Chelsea. Tu sais, c'est pas... Il y avait quelques années, c'était des matchs emballants et tout. Aujourd'hui, c'est des matchs qui... Voilà, c'est comme je dis, c'est un tocarico, quoi. C'est pas le match qui t'emballe le plus ou qui t'excite le plus le week-end. Donc voilà, c'est tout. Je m'excuse si j'ai pas beaucoup d'engouement et tout. C'est parce que je suis découragé, en fait. Je suis découragé. Le classement est pas en ma faveur, quoi. Pas en ma faveur. Ils peuvent tous nous toucher. Il y avait un temps, ces 2 dernières années, on ne nous touchait pas. On était au top, les gars ne nous touchaient pas. On les regardait dans le rétroviseur. On regardait la concu dans le rétro. Là, la concu n'est pas dans le rétro. Elle est dans mon angle mort. Ça veut dire qu'elle a dépassé le stade de mon rétroviseur. Elle est dans mon angle mort.
Et le problème dans mon angle mort, c'est qu'elle peut jaillir à tout moment. Ça va être dur ce championnat. Franchement. Cette saison-là, elle va être compliquée. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est toujours le plus important. Tous outsiders.